Parking Nomade, Marie-André Lamontagne, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission qui s'intéresse à la littérature dans tous ses états. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet dont il est souvent question dans l'actualité, c'est celui de la condition de l'immigré, mais nous en parlerons d'un point de vue littéraire, avec la romancière d'origine égyptienne May Telmisani, qui publie cet automne un recueil d'essais traduit de l'arabe par une autre femme écrivain, Mona Latif Gattas. Le titre « Ceci n'est pas un paradis » et c'est paru chez Mémoires d'Encrier, sous-titre « Chronique nomade ». May Telmisani, bonjour. Bonjour Marie-André. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Au micro de Parking Nomade. Alors, May Telmisani, vous êtes romancière, 3 titres publiés chez Sinbad Actes Sud, je les nomme, Acapella, Héliopolis et Doniazad, ça c'était au cours des dernières années. Vous êtes également professeur de cinéma et d'études arabes à l'Université d'Ottawa et vous vivez au Canada depuis 1998. Donc, dans ce recueil d'essais, parce qu'il s'agit d'essais, de récits, vous réfléchissez, et je reprends vos termes, à votre condition de nomade en tant que femme, écrivain arabe et laïque. Ceci n'est pas un paradis apparu au Caire en arabe, sa langue originale, en 2009. Et là, il est traduit comme je viens de le dire. Dans la postface de ce livre qui se termine sur votre 13e année d'immigration au Canada et que à ce moment-là, vous décidez de rester, on trouve quelques éléments, appelons-les identitaires, vous concernant. Donc, je vais les énumérer ici. Votre famille est du quartier Héliopolis, au Caire. L'arabe est votre langue maternelle et votre langue littéraire. Le français est votre langue paternelle. Oui. Vous êtes de culture musulmane, mais enfant, vous êtes allé chez les religieuses à l'école catholique. Vous appartenez également par votre famille à la moyenne bourgeoisie. Donc, cette identité multiple, cette double appartenance linguistique en particulier, je reprends votre expression, vous dites l'avoir vécu sans souffrance, à quelques égratignures près, là, tout au plus. Et vous refusez de choisir, même quand certains voudraient vous voir choisir. Cette synthèse, cette harmonie est-elle une exception selon vous dans la condition de l'immigré? C'est tout à fait une exception. Par contre, je le vis aussi en rapport avec d'autres gens comme moi, parce que je cherche les gens qui me ressemblent et on en discute des fois. C'est vrai que c'est rare, c'est vrai que c'est exceptionnel, mais il y a plusieurs nomades dans ce monde contemporain qui me ressemblent ou à qui je ressemble et qui refusent aussi les impositions identitaires, les exigences identitaires reliées surtout à la langue ou à la nationalité et qui cherchent à dépasser ou à fructifier autrement, disons, ces démarcations. Et puis je crois que on se rassemble parce qu'on est autant nomades les uns que les autres. Mais on n'y échappe pas. Tous, autant que nous sommes bien de quelque part. Nous avons un réseau d'appartenance. Absolument, mais on est de quelque part. Et je reprends justement, c'est une expression qui venait il y a plusieurs années de Mona Latif Gattas, ma traductrice et auteure poétesse, qui avait écrit un texte il y a quelques années. On est de quelque part. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'on soit de quelque part, sauf que transporter ce quelque part dans le nomadisme, c'était un peu la condition dont j'essaie de parler dans ce livre et dans bien d'autres, et aussi dans ma recherche universitaire. Transporter, comme le dit si bien Gilles Deleuze dans la recherche et dans les essais qui le cite, que vous citez d'ailleurs, que je cite dans Ceci n'est pas un paradis, on s'insère sur une onde en fait. Donc on essaie de se déterritorialiser, de perdre son territoire d'origine, alors qu'on l'emporte quand même sur cette onde-là, dans le mouvement ondulaire de l'existence. Et ça, ce n'est pas forcément douloureux? Ce n'est pas une fatalité que ce soit douloureux. Il y a tout de même une sorte d'arrachement, là, volontaire ou pas. Mais... Oui, au début, c'est vrai, parce qu'on n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à l'accepter comme condition de vie ou comme style de vie. Après, au bout d'un certain temps, lorsqu'on qu'on réfléchisse à la question et qu'on découvre que finalement cette souffrance n'était que passagère, donc elle n'est pas l'élément fondamental qui
explique notre vie ou qui définit notre vie, là, ça devient quelque chose d'autre. Donc, on rejette même l'idée de souffrance qui est, à mon avis, utilisée à tort et à travers par les immigrés, les immigrants, pour dire, voilà, nous souffrons. Et même ce genre de discours, moi, je le rejette parce qu'on ne peut pas continuer, moi, je suis hédonique en particulier, mais tout être humain ne peut pas continuer dans la souffrance éternellement. Donc, on peut commencer par un moment de souffrance, mais c'est vrai qu'on dépasse ce moment. Ouais, vous résumez ça dans une formule, ni enfer, ni paradis. Un mélange des deux, telle est la vie de l'immigré. C'est vous, c'est ce que vous écrivez à un moment donné. Et c'est un va-et-vient entre les deux, et l'enfer n'est pas nécessairement le pays d'accueil, l'enfer n'est pas nécessairement le pays d'origine, le paradis non plus. Donc ceci n'est pas un paradis, c'est vraiment la recherche, la route vers ce paradis perdu qui définit notre vie en tant que nomade, en tant qu'immigré, exilé, diasporique, tous ces noms et mots associés à notre condition. Mais on peut aussi être nomade dans l'esprit, on peut être sédentaire, vivre dans le même pays toute sa vie et rester nomade aussi, intellectuellement parlant. Et je crois que c'est toute cette complexité-là que j'essaie de soulever dans le livre. Oui, les auditeurs qui nous écoutent vous entendent bien et entendent bien que vous parlez très bien le français, mais vous écrivez en arabe. C'est donc qu'une langue l'emporte malgré tout. Pourquoi l'arabe? Vous dites à un moment donné que l'arabe, c'est la langue du cœur et de la création. Oui, jusqu'à présent, mais c'est pas un grand secret, mais je vais partager quand même, c'est un petit secret. Jusqu'à présent, j'ai jamais écrit en français ou en anglais, sauf de la recherche académique. Et un seul roman qui est resté dans mes tiroirs, qui a été écrit en 2004-2005, et pour lequel j'ai obtenu justement une bourse du Calque, et qui est resté dans mes tiroirs parce que j'ai tellement peur de le publier. C'est mon seul roman écrit directement en français, et j'ai peur de le publier parce que je me compare à Proust et aux grands auteurs francophones et français, et donc du coup ça m'intimide énormément. Alors qu'en arabe, j'avais commencé ma carrière d'auteur en arabe, et je me sens de plus en plus confortable dans la langue. Et du coup, ma vie est scindée en deux en termes d'écriture. L'écriture académique français-anglais, l'écriture pour la création romanesque est en arabe jusqu'à date. Oui. Mais ça changera peut-être prochainement. Alors, vous dites ni enfer ni paradis. On voit bien que c'est l'entre-deux qui vous intéresse et qui est fécond. Vous faites remarquer que dans le passé, quand on vous a demandé, par exemple, de participer, vous citez l'exemple du festival littéraire Métropolis Bleu, excellent festival, mais que c'était chaque fois sur la condition des femmes musulmanes ou sur les sujets de société liés à l'islam. Jamais sur la littérature, le style. Comment faire en sorte que l'écrivain, appelons-le non occidental, acquiert une dimension universelle aux yeux des, par exemple, des occidentaux? Mais c'est ça le dilemme. La plupart du temps, j'ai jamais refusé une invitation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou ici au Canada, pour parler de mon œuvre. C'est vrai que le grand public s'attend à un certain nombre d'éléments, souvent reliés à des stéréotypes vis-à-vis de la femme arabe, etc. Et des fois, j'arrive sur scène ou j'arrive devant le public et le premier choc ou la première surprise que je vois déjà dans les yeux du public, c'est comment je m'habille, comment je me porte, et étant donné que je suis complètement laïque, etc. Donc, je ne suis pas voilée pour ceux qui nous écoutent. Il y a cette petite surprise-là, et les premières questions souvent viennent chercher cet élément. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes chrétienne, etc. Donc encore là, on rabat votre identité sur une composante au détriment des autres. Une apparence, absolument. Mais c'est aussi, moi je comprends aussi cette idée qui s'impose de plus en plus à cause des médias. On cherche dans la littérature une réponse à ce qui est présenté dans le bulletin d'information, alors que la littérature n'a rien à voir avec le bulletin d'information, et il y a des auteurs qui sont méconnus en Occident et qui ont un apport extraordinaire à l'art de la littérature, à l'esthétique littéraire, mais malheureusement qui ne sont pas connus parce qu'ils ne représentent pas, ils n'auraient
répondent pas à l'urgence imposée par les médias. C'est l'horizon d'attente, comme on dit savamment à l'université. Oui. Mais bon, on pourrait dire que bon nombre d'écrivains issus de l'immigration seraient les premiers à sont les premiers à mettre de l'avant leur particularisme. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Hein. Oui, c'est une lame à double tranchant. Et moi, j'ai pas nécessairement beaucoup d'admiration pour un écrivain qui met de l'avant les stéréotypes, par exemple, parce que ça veut dire que son écriture est basée sur un marché déjà acquis ou un lecteur déjà acquis. Alors qu'un écrivain, un bon écrivain à mon sens, devrait peut-être même déstabiliser les attentes de ce lecteur acquis et essayer d'aller plus loin dans le dialogue et la conversation avec ce lecteur potentiel.